Chers étudiants, bonjour. Dans le 8e cours de la matière comptabilité pour les managers. Nous aborderons aujourd'hui le 7e chapitre, capital, investissement et les décisions que les managers prennent pour l'investissement au sein de l'entreprise. Les entreprises doivent constamment évaluer si elles doivent s'engager dans de nouveaux investissements comme les biens immobiliers, les bâtiments, les équipements ou projets pour rester compétitives ou accroître leurs revenus. Les entreprises doivent soigneusement considérer si les revenus supplémentaires ou les économies de coûts compenseront le prix élevé de ces nouveaux investissements. Alors dans ce chapitre, nous verrons comment les entreprises prennent ce type de décision avec l'aide de certains indicateurs comme la valeur actuelle nette, le délai de récupération et d'autres techniques d'analyse des capitales investissement pour évaluer de nouveaux investissements potentiels. Alors, les éléments à aborder dans ce chapitre, nous allons voir la budgétisation du capital, et on va voir la notion du cash flow ou bien les flux de trésorerie. On va voir aussi le délai de récupération et le taux de rendement qui sont deux indicateurs essentiels pour évaluer la rentabilité et le délai de ces investissements. Troisièmement, on va voir la valeur temporelle de l'argent. Et quatrièmement, on va voir aussi d'autres indicateurs qui se basent sur la valeur temporelle de l'argent qui est la valeur actuelle nette et le taux interne de rendement. Donc, commençons par le premier concept qui est le capital investissement. Donc, l'investissement en capital désigne le processus par lequel une entreprise investit des fonds dans des actifs à long terme dans l'objectif de générer des revenus futurs. Ces actifs peuvent inclure des biens immobiliers, des équipements, des technologies, des installations de production et d'autres ressources nécessaires à l'activité de l'entreprise. L'investissement en capital peut prendre différentes formes, notamment l'achat d'équipements, la construction de nouvelles installations, l'expansion des capacités de production, l'acquisition d'entreprises ou d'autres initiatives visant à améliorer la productivité et la rentabilité à long terme. C'est un aspect important de la gestion financière des entreprises car les décisions en matière d'investissement en capital peuvent avoir un impact significatif sur la croissance de l'entreprise, sa compétitivité et sa rentabilité à long terme. L'évaluation des projets d'investissement en capital implique souvent l'analyse des coûts, des avantages, des risques et de rendements attendus associés à chaque projet potentiel. Qu'est-ce que maintenant la budgétisation du capital? Le processus de prise de décision sur le capital investissement est souvent appelé budgétisation du capital. Les entreprises effectuent du capital investissement lorsqu'elles acquièrent des actifs en capital, c'est-à-dire des actifs utilisés pendant de longues périodes. Les entreprises en capital investissement comprennent par exemple des investissements dans de nouveaux équipements, de nouvelles installations, de nouveaux véhicules et de nouvelles technologies de l'information, etc. Le capital investissement nécessite généralement des sommes importantes. Donc, les décisions capital investissement affectent tous les types d'entreprises lorsqu'elles cherchent à devenir plus efficaces en automatisant la production et en mettant en œuvre de nouvelles technologies. Par exemple,
Au cours des 10 dernières années, la plupart des épiceries ont installé des caisses automatiques en libre service et la plupart des compagnies aériennes ont installé des bornes d'enregistrement en libre service. Ces dispositifs finissent par déplacer les coûts de main-d'œuvre de l'entreprise vers le consommateur final. Ces nouvelles technologies coûtent de l'argent à l'avance, mais finissent par faire économiser de l'argent aux entreprises à long terme. Comment maintenant le gestionnaire décide-t-il si ces expansions des installations et de l'équipement seront de bons investissements? Il utilise une analyse de la budgétisation du capital investissement. Donc, dans ce contexte, il existe 4 méthodes populaires d'analyse de la budgétisation du capital. Et dans ce cours, nous discutons de 4 méthodes courantes d'analyse du capital investissement potentiel, qui est le délai de récupération, le taux de rendement comptable, la valeur actuelle nette et le taux de rendement interne. Les deux premières méthodes, le délai de récupération et le taux de rendement comptable, fonctionnent bien pour les investissements en capital ayant une durée de vie relativement courte, tels que les équipements informatiques et les logiciels. Il fonctionne également bien en tant que dispositif de sélection pour éliminer rapidement les investissements moins souhaitables de ceux qui montrent plus de promesses. La période de récupération ou bien le délai de récupération fournit à la direction des informations précieuses sur la rapidité avec laquelle l'argent investi dans l'actif d'investissement sera récupéré. Le taux de rendement comptable indique la rentabilité de l'investissement par rapport à son impact sur le revenu d'exploitation. Malgré les informations fournies par le délai de récupération et le taux de rendement comptable, ces deux méthodes sont insuffisantes si les investissements en capital ont une durée de vie plus longue. Pourquoi? Parce que ces méthodes ne tiennent pas compte de la valeur temps de l'argent. Les deux dernières méthodes, la valeur actuelle nette et le taux de rendement interne, prennent en compte la valeur temps de l'argent. Elles sont donc plus appropriées pour l'investissement ou bien le capital investissement à plus long terme. Abordons maintenant un concept très important dans les décisions de la budgétisation du capital, qui est les flux de trésorerie, ou bien aussi appelés en anglais les cash flows. Donc les flux de trésorerie sont des mouvements d'argent entrant et sortant d'une entreprise ou d'un investissement au fil des temps. Dans le contexte des investissements en capital, la désirabilité d'un tel actif dépend de sa capacité à générer des flux de trésorerie, ce qui signifie qu'il doit générer plus d'argent qu'il n'en dépense sur sa durée de vie utile. Les flux de trésorerie prévus comprennent plusieurs composantes. Tout d'abord, il y a les revenus futurs en espèces générés par l'investissement, ce qui peut provenir de sources telles que les ventes, les loyers et d'autres formes de revenus associés à l'actif. Ensuite, on inclut les économies futures de coûts d'exploitation en espèces résultant de l'investissement. Par exemple, un nouveau équipement plus efficace pourrait réduire les coûts opérationnels, contribuant ainsi au flux de trésorerie. Enfin, la valeur résiduelle future de l'actif est également prise en compte. Cela représente la valeur estimée de l'actif à la fin de sa durée de vie utile lorsque l'entreprise décide de le vendre ou de le liquider. En pratique,
l'analyse des investissements en capital ou bien le capital investissement repose sur une estimation aussi précise que possible de ces chiffres. Les prévisions financières, les projections de revenus et les coûts anticipés jouent un rôle crucial dans cette décision ou bien dans cette estimation. Une analyse rigoureuse des flux de trésorerie aide les investisseurs et les entreprises à évaluer la rentabilité d'un projet ou d'un actif en capital et à prendre des décisions éclairées sur les investissements. Passons maintenant au processus de budgétisation ou bien les étapes de budgétisation du capital investissement. Le processus de budgétisation des investissements en capital se compose de plusieurs étapes distinctes, chacune jouant un rôle crucial dans la prise de décision stratégique d'une entreprise. Il y a la première étape, c'est l'identification des investissements potentiels. Deuxième étape, c'est l'estimation des flux de trésorerie de chaque investissement. Troisième étape, c'est l'analyse des investissements en utilisant plusieurs indicateurs. Et la quatrième étape, c'est le rationnement des capitaux et la sélection des investissements. Et la dernière étape, c'est la post-audit et l'évaluation déjà des investissements en capital qui ont été déjà choisis. La première étape, c'est l'identification des investissements potentiels. Les entreprises commencent par identifier les investissements potentiels tels que de nouvelles technologies ou équipements qui pourraient améliorer l'efficacité, la compétitivité et la rentabilité. Les propositions peuvent provenir de diverses sources, y compris les employés, les gestionnaires eux-mêmes, les consultants et les vendeurs même externes. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'estimation des flux nets de trésorerie. Une fois les investissements potentiels identifiés, les gestionnaires estiment les entrées ou bien les flux nets de trésorerie associés à ces investissements. Cette étape peut être complexe, mais les gestionnaires ou bien les managers utilisent les informations disponibles pour faire les meilleures projections possibles. La troisième étape est l'analyse des investissements. Les investissements potentiels sont ensuite analysés en utilisant l'une ou plusieurs des 4 méthodes disponibles qu'on a déjà citées, qui sont le délai de récupération, le taux de rendement comptable, la valeur actuelle nette et le taux de rendement interne. Certains investissements passent par un processus en 2 étapes, où les méthodes n'incorporent pas la valeur temps de l'argent sont appliquées en première instance. Puis, ceux qui réussissent passent à une analyse plus approfondie en utilisant des méthodes en tenant compte de la valeur temps de l'argent. La quatrième étape, c'est le rationnement des capitaux et la sélection des investissements. En raison de ressources limitées, les entreprises doivent parfois procéder à un rationnement des capitaux et choisir parmi des investissements alternatifs. Les gestionnaires déterminent si et quand réaliser des investissements spécifiques en fonction de la disponibilité des fonds et de la priorité stratégique. Il y a toujours une réévaluation et ajustement du budget à long terme, c'est-à-dire les budgets d'investissement à long terme ne sont pas fixes et sont sujets à réévaluation au fil du temps en raison de changements technologiques, de changements dans les préférences des consommateurs, etc. Donc la direction
peut décider de différer certains investissements en faveur d'autres jugés plus importants à un moment donné. Et la cinquième et la dernière étape, post-audit des investissements en capital ou bien le capital investissement. Après avoir investi dans les actifs, les gestionnaires effectuent du post-audit pour comparer les flux nets de trésorerie réels aux projections initiales. Les résultats du post-audit aident à déterminer si les investissements se déroulent comme prévu et s'ils méritent un soutien continu. Les commentaires de post-audit sont utilisés pour ajuster et améliorer les projections de flux de trésorerie pour les projets futurs. Les managers qui s'attendent à des post-audits réguliers sont incités à soumettre des estimations réalistes de flux net de trésorerie lors de la proposition d'investissement en capital, ou bien le capital investissement. Passons maintenant à la question essentielle, c'est comment les gestionnaires ou bien les managers calculent-ils le délai de récupération et le taux de rendement comptable. Commençons par le délai de récupération. La période ou bien le délai de récupération est le temps nécessaire pour récupérer le coût initial d'un investissement à travers les flux de trésorerie ou bien les flux nets de trésorerie. Il y a une importance de délai de récupération parce que le délai de récupération plus court rend l'actif plus attractif car cela signifie que l'investissement se récupère plus rapidement, réduisant ainsi le risque potentiel de non-rentabilité. Le délai de récupération donc est la durée nécessaire pour récupérer en flux de trésorerie le coût de l'investissement initial. La période de recouvrement ou bien le délai de récupération mesure à quelle vitesse les gestionnaires s'attendent à récupérer leur argent d'investissement. Plus la période ou bien le délai de récupération est court, plus l'actif est attractif. Pourquoi? Plus un investissement se rembourse rapidement, moins il y a de risques inhérents à ce que l'investissement ne soit pas rentable. La méthode utilisée pour calculer la période ou bien le délai de récupération dépend de savoir si les flux nets de trésorerie sont censés être égaux à chaque année ou si elles varieront chaque année. Et pour illustrer comment calculer le délai de récupération, prenons cet exemple. Examinons trois investissements au capital envisagés par une entreprise qui fabrique et vend du matériel aux autres entreprises. Pour simplifier, supposons que chacun des investissements potentiels suivants devrait coûter 240 000 $. C'est-à-dire que chaque investissement coûte 240 000 $. Donc ces investissements, le premier investissement est le système de chauffage. Il a une durée de vie de 6 ans et elle n'a pas de valeur résiduelle, c'est-à-dire à la fin de 6 ans, elle n'aura pas de valeur. Et aussi une économie annuelle nette, c'est-à-dire les flux de trésorerie, de 60 000 $. Le deuxième type d'investissement, c'est le matériel et le logiciel B2B. B2B dans ce cas-là, c'est le business to business, c'est-à-dire que vendre du matériel et du logiciel aux entreprises. Donc, la durée de vie de
cet investissement est 3 ans. Il n'a pas aussi de valeur résiduelle, c'est-à-dire à la fin de 3 ans, il n'y a pas de valeur. Et une économie annuelle, ou bien les cash flow, ou bien les flux de trésorerie, est de 80 000 dollars. La troisième option, c'est le nouveau matériel de production. C'est-à-dire que si l'entreprise opte pour acheter de nouveaux matériels de production. Donc, dans cet investissement, on a un durée de vie de 6 ans. La valeur résiduelle est de 30 000, c'est-à-dire à la fin de 6 ans, l'entreprise, la valeur de cet investissement reste à 30 000 dollars. Ce sont des projections. Et on a aussi des flux de trésorerie, ou bien les économies, ou bien les cash flows, qui sont irréguliers, c'est-à-dire inégales d'une année à l'autre. Donc, on a cet exemple. Essayons maintenant de calculer le délai de récupération. Premièrement, le cas s'il y a un remboursement avec des flux de trésorerie net annuels égaux, comme l'option 1 et l'option 2 dans notre exemple. Donc, lorsque les flux de trésorerie net sont égaux chaque année, les gestionnaires calculent la période de remboursement comme suit. On a la période de remboursement est égale à l'investissement initial divisé par les flux nets, bien les flux de trésorerie net annuels prévus. Étant donné que le nouveau système de chauffage coûtera 240 000 dans l'option 1 de notre investissement et devrait générer des flux de trésorerie net annuels égal à 60 000 dollars, nous calculons maintenant le remboursement comme suit. Donc, la période de remboursement ou bien le délai de récupération pour le système de chauffage est égal à 240 000 qui est l'investissement initial divisé par 60 000 parce que cet investissement va générer des flux de trésorerie égaux chaque année à 60 000 dollars. Et donc, lorsqu'on divise 240 000 divisé par 60 000 est égal à 4 ans. De même, l'entreprise peut calculer le délai de récupération du matériel et logiciel business to business dans la deuxième option en utilisant la même formule. Rappelons que le matériel et le logiciel business to business coûtera 240 000 aussi. C'est parce que chaque investissement coûte 240 000 dollars et entraînera des flux de trésorerie net annuel égal à 80 000. Donc, la période ou bien le délai de récupération pour le matériel et logiciel business to business, et donc c'est 240 000 dollars divisé par 80 000 dollars est égal maintenant 3 ans. Donc, on peut dire que 240 000 c'est l'investissement initial du matériel et logiciel et 80 000 c'est le flux de trésorerie annuel de cet investissement qui est 80 000. Mais on fait seulement la division et on trouve 3 ans. Donc le délai de récupération ou bien le délai de récupération de l'option 1, l'investissement 1 du système de chauffage, donc c'est 4 ans. C'est 4 ans pour récupérer l'investissement initial de cette option. Et deuxièmement, c'est l'entreprise va récupérer son investissement pour le matériel et le logiciel business to business dans 3 ans. Et maintenant pour la troisième option de l'investissement, lorsqu'on a des flux de trésorerie net inégaux. Donc la formule de récupération ne fonctionne que lorsque les flux de trésorerie net sont constantes à chaque période. Lorsque les flux de trésorerie
périodiques sont prévus comme inégaux, les gestionnaires doivent accumuler les entrées de trésorerie nette ou bien les flux de trésorerie nette jusqu'à ce que le montant de l'investissement soit récupéré. Rappelons que dans notre exemple, l'entreprise envisage également d'investir dans un nouvel équipement de production qui est la troisième option, qui présente un des flux de trésorerie nette inégal sur sa durée de vie de 6 ans, et deuxièmement, une valeur résiduelle de 30 000 dollars à la fin de sa vie utile. L'équipement de production devrait générer des flux de trésorerie net de 100 000 dollars en année 1, 80 000 dollars en année 2, 50 000 dollars chaque année de la troisième à la cinquième année et 30 000 dollars en année 6 et 30 000 dollars lors de sa vente à la fin de sa vie, qui est la valeur résiduelle. Le tableau devant vous montre le calendrier de remboursement pour ces flux de trésorerie net annuel inégal. À la fin de la troisième année, l'entreprise a récupéré 230 000 dollars des 240 000 dollars initialement investis et seulement à 10 000 dollars du récupération complet. Étant donné que l'entrée de trésorerie nette prévue en année 4 est de 50 000 dollars, à la fin de l'année 4, l'entreprise aura récupéré plus que l'investissement initial. Par conséquent, la période de remboursement se situe entre 3 et 4 ans. Alors, comment calculer maintenant le délai exact de récupération? En supposant que le flux de trésorerie se produise de manière uniforme tout au long de la quatrième année. La période ou bien le délai de récupération est calculé maintenant comme suit. La récupération, on a déjà c'est 3 ans, plus les 10 000, c'est-à-dire le montant nécessaire pour compléter le remboursement en année 4, divisé par 50 000. 50 000, ça, c'est l'entrée de trésorerie nette prévue en année 4. Et ça est égal à 3,2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet investissement sera récupéré en 3,2 ans. Maintenant, illustrons un peu quelques critiques de la méthode du délai de récupération. Tout d'abord, c'est la concentration sur le temps, ou bien le focus qui est uniquement sur le temps. La méthode du délai de récupération ne prend en compte que la période de récupération de l'investissement, ignorant tout ce qui se passe après. Deuxième critique, c'est l'omission des flux de trésorerie futurs. Elle ne tient pas en compte des flux de trésorerie qui surviennent après la période de récupération, y compris toute la valeur résiduelle ou revenu potentiel. Dans l'exemple du système de chauffage, qui génère des entrées ou bien des flux de trésorerie net pendant 2 ans, après la période de recouvrement ou bien de récupération, la méthode ignore ces flux supplémentaires de 120 000 dollars. Et pour l'équipement de production aussi, la méthode ne prend pas en compte les flux de trésorerie net supplémentaires de 150 000 dollars, y compris la valeur résiduelle après la période de récupération, bien le délai de récupération de 3,2 ans. Bien que le matériel et logiciel et la période de récupération
ou bien le délai de récupération la plus courte, sa durée de vie utile est également 3 ans. Ainsi, il ne génère pas de bénéfices après la récupération de l'investissement initial. D'autres critiques, c'est qu'il n'y a pas de comparaison avec la rentabilité. Le délai de récupération ne prend pas en compte la rentabilité globale des actifs. Elle indique seulement la rapidité avec laquelle l'investissement initial sera récupéré. D'autres critiques aussi, c'est l'usage limité comme critère unique. C'est-à-dire les gestionnaires utilisent rarement la période de recouvrement ou bien le délai de récupération comme seul critère pour décider des investissements. C'est souvent utilisé comme un outil de présélection pour éliminer les investissements à récupération trop lente. Dans cette méthode, c'est-à-dire la méthode de délai de récupération, la règle de décision qui en découle est que toutes choses étant égales, par ailleurs, les investissements avec des périodes de recouvrement plus courtes sont préférables. Cependant, d'autres facteurs doivent également être pris en compte dans la prise de décision d'investissement. Passons maintenant au deuxième indicateur pour l'évaluation du capital investissement, le taux de rendement comptable, TRC. Le taux de rendement comptable d'un actif mesure le bénéfice annuel moyen généré par un investissement en pourcentage, je répète, en pourcentage du coût d'investissement initial. Il évalue la rentabilité d'un projet en divisant le revenu net annuel par l'investissement initial. Donc, le taux de rendement comptable égale au revenu opérationnel annuel moyen de l'actif divisé par l'investissement initial. Certains managers ou bien gestionnaires préfèrent utiliser l'investissement moyen comme dénominateur. Mais par souci de simplicité, nous utiliserons le montant initial de l'investissement. Le taux de rendement comptable se concentre sur le revenu opérationnel et non sur les entrées ou bien les flux de trésorerie nette générés par un actif. Il mesure le taux de rendement annuel moyen sur la durée de vie de l'actif. Le revenu opérationnel est basé sur la comptabilité d'exercice. Ainsi, toute charge non monétaire telle que la dépréciation, c'est-à-dire l'amortissement, doit être soustraite des flux de trésorerie net de l'actif pour obtenir son revenu opérationnel. En supposant que la dépréciation est la seule charge non monétaire liée à l'investissement, nous pouvons réécrire la formule de taux de rendement comptable comme suit. Le taux de rendement comptable est égal au revenu net annuel moyen moins les charges annuelles de dépréciation ou d'amortissement. Tout cela est divisé par l'investissement initial. Donc maintenant, comment calculer la charge annuelle de dépréciation? La charge annuelle de dépréciation égale au coût initial de l'actif, c'est-à-dire le coût de l'investissement, moins la valeur résiduelle, c'est-à-dire ce qui reste après la durée utile de l'investissement. Et tout ça divisé par la durée de vie utile de l'actif en année. Et comme ça, on peut calculer le taux de rendement comptable. C'est un taux en pourcentage. Et pour pratiquer ça, aussi comme le délai de récupération, on doit distinguer entre les investissements avec des flux de trésorerie nette annuels égales et des investissements avec des flux de trésorerie annuels nets inégaux.
commençons par les investissements avec des flux de trésorerie net égal. Dans notre exemple, pour un système de chauffage coûtant de 240 000 $ avec des flux de trésorerie net égal de 60 000 $ par an, une durée de vie utile de 6 ans et aucune valeur résiduelle. Donc ici, on calcule la charge annuelle de dépréciation ou bien d'amortissement. Donc on n'a pas une valeur résiduelle, donc c'est 240 000 qui est l'investissement initial, moins 0, parce qu'on n'a pas de valeur résiduelle. Et tout ça, c'est divisé sur 6 ans. C'est la durée de vie utile ou bien la durée de vie de l'investissement, qui est 6 ans. Et on trouve 40 000 $ par an. Ça, c'est la charge annuelle de dépréciation. Ça, c'est le montant de l'amortissement du matériel. Et donc, ici, on peut calculer le taux de rendement comptable. Le taux de rendement comptable, c'est 60 000 qui est le flux de trésorerie, moins 40 000. 40 000, c'est la charge annuelle de dépréciation. Ici, qu'est-ce qu'il nous donne comme résultat? Le résultat, bien sûr, c'est le revenu opérationnel, parce que le revenu opérationnel est égal au flux de trésorerie moins l'amortissement ou bien la charge de dépréciation. Et donc tout ça, c'est le revenu opérationnel divisé par le montant initial de l'investissement qui est 240 000 $. Donc on trouve ici 20 000 divisé par 240 000 $ est égal 8,33%. Donc, on s'attend à ce que le système de chauffage fournisse un taux de rendement comptable moyen de 8,33%. Donc, ce pourcentage indique le taux de rendement comptable annuel moyen attendu du système de chauffage sur sa durée de vie. Maintenant, deuxièmement, c'est les investissements avec des flux de trésorerie annuels nets inégaux. Donc maintenant, considérons le potentiel d'investissement de l'entreprise dans un nouvel équipement de production. C'est la troisième toujours option. Rappelez-vous que le nouvel équipement de production coûterait également 240 000 $, mais il aurait des flux de trésorerie net inégaux au cours de sa vie, comme illustré bien sûr dans le tableau précédent. Et aussi, il a une valeur résiduelle de 30 000 $ à la fin de sa vie. Comme les flux de trésorerie net annuels varient en taille, nous devons d'abord calculer les entrées de trésorerie net annuelles moyennes de l'équipement. Donc, le total des entrées ou bien le total des flux de trésorerie net pendant la durée de vie opérationnelle de l'actif n'inclut pas la valeur résiduelle à la fin de la vie. À partir donc du tableau précédent, on trouve c'est 360 000. Et ça, on le divise par la durée de vie opérationnelle de l'actif en année, c'est 6 ans. C'est ça, c'est la durée de sa vie. Et on a donc le flux de trésorerie net annuel moyen de l'actif, c'est 60 000. Donc c'est 360 000 divisé par 6 ans, on trouve 60 000 $ comme flux de trésorerie net annuel moyenne. Je répète, moyenne de l'investissement ou de l'actif. Alors cela signifie que le total des entrées de trésorerie ou bien des flux de trésorerie net pendant la durée de vie opérationnelle de l'actif, en le divisant par la durée opérationnelle de l'actif 6 ans, on obtient une entrée de trésorerie nette annuelle moyenne de 60 000 $. Il y a une remarque. La valeur résiduelle n'est pas inclus dans les flux de trésorerie nette pendant la durée de vie opérationnelle de l'actif, car nous essayons
de trouver le revenu opérationnel annuel moyen de l'actif. Nous supposons que l'actif sera vendu pour sa valeur résiduelle attendue à 30 000 $ à la fin de sa vie, ce qui n'entraînera aucun gain ou perte comptable supplémentaire. Remarquez comment la valeur résiduelle attendue fait diminuer la charge annuelle de dépréciation ou d'amortissement. Maintenant, nous supposons que l'actif sera vendu pour sa valeur résiduelle attendue à 30 000 $. Calculons maintenant la charge annuelle de dépréciation ou bien de l'amortissement de notre investissement. On a la charge annuelle de l'amortissement de dépréciation égale à l'investissement initial moins la valeur résiduelle de l'investissement et tout ça divisé par l'année ou bien la durée de vie de l'investissement. Et donc, l'investissement initial, c'est 240 000 moins 30 000 qui est la valeur résiduelle de l'investissement, divisé par 6 ans qui est la durée de vie de cet investissement, qui sont les nouveaux matériels de production. Et ça est égal à 35 000. Donc, nous pouvons compléter donc, le calcul de taux de rendement comptable comme suit. On a le taux de rendement comptable égal à 60 000 qui est le flux de trésorerie, moins 35 000 c'est la charge de dépréciation, c'est l'amortissement. Tout ça, c'est toujours, on appelle ça le revenu opérationnel divisé par 240 000 qui est l'investissement initial. Donc, est égal à 25 000 $ divisé par 240 000 $ est égal à 10,42%. Les entreprises ont généralement un taux de rendement comptable minimum requis pour de nouveaux investissements. Si notre entreprise exigeait un taux de rendement comptable d'un moins 10%, ces gestionnaires ou bien ces managers n'approuveraient pas l'investissement dans le système, par exemple, de chauffage, mais approuveraient l'investissement dans l'équipement de production. La règle de décision est la suivante. C'est le taux de rendement comptable attendu dépasse le taux de rendement requis. Donc ici, c'est investir. Et c'est le taux de rendement comptable attendu est inférieur au taux de rendement requis. Dans ce cas-là, ne pas investir. En résumé, donc, ici, le délai de récupération se concentre sur le temps nécessaire à une entreprise pour récupérer son investissement en espèces. Cependant, elle ignore tous les flux de trésorerie survenant après la période de recouvrement, y compris toute valeur résiduelle. Par conséquent, le délai de récupération ne tient pas compte de la rentabilité des projets. D'autre part, le taux de rendement comptable mesure la rentabilité de l'actif sur toute sa durée de vie. Le taux de rendement comptable est la seule méthode qui se concentre sur le revenu comptable utilisé dans les calculs de RSI, c'est-à-dire les revenus sur investissement, comme discuté déjà dans les cours précédents. Les méthodes de délai de récupération ou de taux de rendement comptable sont simples et rapides à calculer. Donc, les gestionnaires les utilisent souvent pour éliminer les investissements indésirables et pour obtenir une image plus complète de l'attrait de l'investissement. Cependant, ces deux méthodes ignorent la valeur temporelle de l'argent. Dans les prochains éléments qu'on va voir dans ce cours, nous examinerons la théorie derrière la valeur temporaire de l'argent puis l'appliquerons aux investissements en capital en utilisant la méthode de la valeur actuelle nette et le taux, bien sûr, le tiers. Alors, abordons maintenant
la valeur temporelle de l'argent. La valeur temporelle de l'argent signifie qu'un dollar reçu aujourd'hui vaut plus qu'un dollar reçu à l'avenir en raison de la possibilité d'investir en dollars et de gagner des revenus supplémentaires. Donc, un dollar ou bien une unité monétaire reçue aujourd'hui vaut plus qu'un dollar à recevoir dans le futur. Pourquoi? Parce que vous pouvez investir le dollar d'aujourd'hui et gagner un revenu supplémentaire avec. Le fait que l'argent investi génère un revenu au fil du temps est appelé la valeur temporelle de l'argent. En raison de la valeur temporelle de l'argent, les flux de trésorerie reçus plus tôt dans le temps valent plus que les flux de trésorerie reçus plus tard dans le temps. En d'autres termes, la chronologie des flux de trésorerie provenant d'un investissement en capital est importante. Les méthodes de VAN, c'est-à-dire la valeur actuelle nette, et le TIR, c'est le taux interne de rendement, pour l'analyse du capital investissement, prennent en compte la valeur temporelle de l'argent. Cet élément, ou bien cette section, on passe en revue les concepts de valeur temporelle de l'argent pour s'assurer que vous avez une base solide pour discuter ces deux méthodes. Maintenant, quels sont les facteurs influençant la valeur temporelle de l'argent? Donc, la valeur temporelle de l'argent dépend de plusieurs facteurs clés. Premièrement, le montant principal, P. Il y a le nombre de périodes N et le taux d'intérêt I. Le principal ou bien le montant principal se réfère au montant de l'investissement ou de l'emprunt. Parce que ce cours traite le capital investissement, nous discuterons principalement du principal ou bien du montant principal en termes d'investissement. Cependant, les méthodes ou bien les mêmes concepts s'appliquent aux emprunts. Nous exprimons le principal ou bien le montant principal soit sous forme d'un seul montant forfaitaire, soit sous forme d'annuité. Par exemple, si vous souhaitez économiser de l'argent pour une nouvelle voiture après l'université, vous pouvez décider d'investir un seul montant forfaitaire de 10 000 dollars dans un certificat de dépôt. Cependant, vous n'avez peut-être pas actuellement 10 000 dollars à investir. À la place, vous pouvez investir des fonds sous forme d'annuité en déposant 2 000 dollars à la fin de chaque année dans un compte d'épargne bancaire. Une annuité est un flux d'acomptes égaux effectués à des intervalles de temps égaux. Une annuité ordinaire est une annuité dans laquelle les acomptes surviennent à la fin de chaque période. Il y a aussi d'autres facteurs, c'est le nombre de périodes N. C'est la durée du temps entre le début de l'investissement et la fin. Si vous retirez vos économies après 4 ans plutôt que 5 ans, vous gagnerez moins d'intérêt. Si vous commencez à épargner pour la retraite à 22 ans plutôt qu'à 45 ans, vous gagnerez plus d'intérêt avant de prendre vos retraites. Donc, dans ce cours, le nombre de périodes est exprimé en années. Et d'autres facteurs qui est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est le pourcentage annuel gagné sur l'investissement. Les intérêts simples signifient que les intérêts sont calculés uniquement sur le montant principal. Les intérêts composés signifient que les intérêts sont calculés sur le montant principal et sur tous les intérêts gagnés à ce jour. Les intérêts composés supposent que tous les intérêts gagnés resteront investis au même taux d'intérêt, non retirés et dépensés.
Abordons aussi le concept de valeur future et valeur actuelle. La valeur future ou la valeur actuelle d'un investissement fait simplement référence à la valeur d'un investissement à différents moments dans le temps. Nous pouvons calculer la valeur future ou la valeur actuelle de n'importe quel investissement en connaissant ou en supposant des informations sur les trois facteurs énumérés précédemment. Premièrement, le montant initial, deuxièmement, la période de temps et troisièmement, le taux d'intérêt. La valeur future de l'investissement est la suivante. La valeur future d'un investissement est sa valeur à la fin de la période, soit le montant principal initial plus les intérêts gagnés. C'est-à-dire la valeur future est égale au montant principal plus les intérêts gagnés. Si nous investissons 10 000 dollars aujourd'hui, sa valeur présente est simplement le montant principal de 10 000 dollars. Ainsi, une autre façon d'exprimer la valeur future est la suivante. On a valeur future égale à la valeur actuelle plus les intérêts gagnés. Nous pouvons réorganiser l'équation aussi comme suit. La valeur actuelle égale à la valeur future moins les intérêts gagnés. La seule différence entre la valeur présente et la valeur actuelle et la valeur future est le montant des intérêts gagnés pendant la période de temps intermédiaire. Passons maintenant à la question aussi, une question très importante qui est comment les gestionnaires calculent-ils la valeur actuelle nette et le taux interne de rendement, TIR. On a vu que ni le délai de récupération, ni le taux de rendement comptable ne tient compte de la valeur temporelle de l'argent. Les modèles de flux de trésorerie actualisés, la VAN et la TRE, la valeur actuelle nette, et le taux interne de rendement, surmontent ces faiblesses. Ces modèles intègrent l'intérêt composé en supposant que les entreprises réinvestiront les flux de trésorerie futurs lorsqu'ils seront reçus. La plupart des entreprises utilisent des méthodes de flux de trésorerie actualisées pour prendre des décisions d'investissement en capital. La méthode de valeur actuelle nette et de taux de récupération interne repose sur des calculs de valeur actuelle pour comparer le coût de l'investissement initial avec les flux de trésorerie nets attendus qui résulteront de l'investissement. Alors, la valeur actuelle nette et le taux interne de rendement utilisent des calculs de valeur actuelle pour comparer le coût initial d'un investissement avec les flux de trésorerie nets attendus, prenant en compte les futurs revenus accrus et les économies de coût par rapport aux coûts opérationnels futurs. Rappelons que les flux de trésorerie nets de l'investissement comprennent tous les flux de trésorerie futurs liés à l'investissement, tels que les futures augmentations de revenus et les économies de coûts nets par rapport aux coûts opérationnels futurs de l'investissement, comme la sortie d'argent pour l'investissement se produit maintenant, mais que les flux de trésorerie nette de l'entreprise, plutôt de l'investissement, surviennent dans le futur. Les entreprises peuvent faire des comparaisons valides uniquement lorsqu'elles convertissent les flux de trésorerie en même point dans le temps, à savoir la valeur actuelle. Les entreprises utilisent la valeur actuelle plutôt que la valeur future pour faire la comparaison, car le coût initial de l'investissement est déjà indiqué à sa valeur actuelle. Un investissement favorable est celui dans lequel la valeur actuelle du flux de trésorerie nette de l'investissement dépasse
le coût initial de l'investissement. Donc, commençons notre discussion en examinant de plus près la méthode de la valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette désigne un flux de trésorerie actualisé qui représente l'enrichissement supplémentaire d'un investissement en comparaison avec ce qui avait été exigé comme étant le minimum à réaliser pour les investisseurs. Elle représente la différence entre les flux de trésorerie actualisés entrants, c'est-à-dire le revenu généré par un investissement, et les flux de trésorerie actualisés sortants, c'est-à-dire les coûts associés à l'investissement. Et ça exprimé en termes de valeur présente. La valeur actuelle nette vise à déterminer si un investissement génère une valeur ajoutée positive en comparaison avec un taux de rendement exigé ou un taux du capital. Maintenant, comment calculer la valeur actuelle nette? Il y a une formule, la formule de valeur actuelle nette. La VAN est égale à la somme de flux de trésorerie net pour chaque période divisé par 1 plus le taux de rendement exigé par l'investisseur en puissance de t qui est l'année. Par exemple, l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4. Tout ça, cette somme-là, moins le coût initial de l'investissement. C'est ça, vraiment la formule pour calculer la valeur actuelle nette. En d'autres termes, pour chaque période de T, le flux de trésorerie net de F, T, est actualisé en le divisant par 1 plus I puissance T et la somme de ces valeurs actualisées est soustraite du coût initial de l'investissement P. Maintenant, si la vanne est positive, cela signifie que l'investissement devrait être rentable, tandis que si la valeur actuelle nette est négative, cela suggère que l'investissement peut ne pas être favorable compte tenu du taux de rendement exigé. Et le taux de rendement est I. Alors, une valeur actuelle nette positive signifie que le projet génère plus que le taux de rendement requis. Et une vanne négative signifie que le projet ne parvient pas à atteindre le taux de rendement requis. Exemple. Supposons que vous envisagez d'établir ou bien de faire un service de location de vélos près de la plage. Vous repérez des vélos qui coûtent 3000 $ et vous estimez que ce service de location vous rapportera 1500 $ la première année, 900 $ la deuxième année et 600 $ la troisième année. Pour le taux d'actualisation, vous calculez ce que vous auriez pu gagner en plaçant cet argent à la banque sans risque, par exemple 4%, c'est-à-dire 0,04. Alors que ici, le coût de l'investissement initial P qui est de 3000 $, le taux d'actualisation du flux I est toujours de 4%, 0,04. Donc la valeur actuelle nette, la vanne, peut être calculée comme suit. On a la vanne, mais toujours c'est la somme, on commence par généralement, ici c'est moins 3000, c'est-à-dire que c'est moins de l'investissement initial, plus la somme des valeurs actualisées, c'est-à-dire ici donc le flux, le premier flux de trésorerie c'est 1500, deuxième flux c'est 900, troisième flux c'est 600. Donc la première flux, c'est la somme de 1500 divisé 1,4, la puissance de 1, ça reste toujours 1,4, plus 900 divisé par 1,04, la puissance de 2,
plus 600 divisé par 1,04 à la puissance de 3. Et on trouve ici la vanne est égale à moins 3000 dollars qui est l'investissement initial, plus l'ensemble, ou bien le montant, la somme de ces montants-là, les valeurs actuelles, est égale à moins 151,753. Donc c'est négatif. Donc il n'est pas rentable sur les 3 prochaines années avec un taux d'actualisation de 4%. C'est ça la décision que le manager doit prendre lorsqu'il calcule la vanne. Donc la vanne est donc moins 151,753 dollars. Cela signifie que selon l'analyse financière, l'ajout du bien faire le service de location de vélo ne serait pas rentable sur les 3 prochaines années avec un taux d'actualisation de 4%. L'investissement initial de 3 000 ne serait pas compensé par les flux de trésorerie attendus. Vous pourriez vouloir reconsidérer cette option ou explorer d'autres alternatives. Si la vanne, bien la valeur actuelle nette, est positive, cela signifie que les flux de trésorerie actualisés sont plus élevés que bien sûr le coût initial, ce qui suggère que l'investissement est rentable. Et si la vanne, bien la valeur actuelle nette, est négative, comme dans le deuxième exemple, cela indique que l'investissement ne génère pas suffisamment de revenus pour compenser le coût initial. L'analyse de la valeur actuelle nette est un outil précieux pour prendre des décisions d'investissement car elle permet de comparer la rentabilité de différents projets et d'évaluer si l'argent investi gagnera un rendement suffisant compte tenu du taux d'actualisation. Maintenant, quels sont les avantages de la valeur actuelle nette? La vanne offre une mesure directe de la rentabilité d'un investissement en prenant en compte le temps et la valeur de l'argent. Donc, la valeur actuelle nette sert de critère de décision clé. Si la vanne est positive, l'investissement est considéré comme viable et susceptible d'ajouter de la valeur à l'entreprise. Cela facilite la prise de décision pour les chefs d'entreprise. L'un aussi des avantages majeurs de la vanne est sa capacité à aider à la comparaison entre différents projets d'investissement. Les entreprises peuvent utiliser la vanne pour déterminer quel projet est le plus rentable et allouer les ressources en conséquence. Il y a aussi des inconvénients de la vanne. Le premier inconvénient, c'est le calcul de la vanne peut être complexe, en particulier lorsqu'il s'agit de prévoir les flux de trésorerie futurs et de déterminer le taux d'actualisation approprié. Les erreurs dans ces estimations peuvent conduire à des évaluations erronées de la rentabilité. Aussi, la vanne repose sur des projections futures qui sont souvent incertaines. Les prévisions de flux de trésorerie et de taux d'actualisation peuvent être sensibles aux variations des conditions économiques et commerciales, ce qui rend la méthode sensible aux erreurs d'estimation. Il y a aussi une absence de considération pour la taille des investissements. La vanne ne prend pas en compte la taille absolue de l'investissement, ce qui signifie qu'elle peut ne pas fournir une indication claire de la valeur d'un projet en termes absolus. En résumé, bien que la valeur actuelle nette soit un outil puissant pour évaluer la rentabilité des investissements, elle nécessite une utilisation prudente et une compréhension des limites associées à la prévision des flux de trésorerie futurs et à la détermination du taux d'actualisation. Passons maintenant au deuxième indicateur qui est le taux de rendement interne. Le taux de rendement interne est un indicateur qui permet d'évaluer la pertinence d'un projet d'investissement.
sur le taux de rentabilité minimum que doit avoir un projet d'investissement pour qu'il ait une équivalence entre son coût initial et ses flux de trésorerie futurs. Autrement dit, c'est le taux pour lequel la vanne est nulle, c'est-à-dire la vanne égale à 0. Donc le taux de rendement interne est le taux basé sur les flux de trésorerie actualisés que l'entreprise peut espérer obtenir en investissant dans le projet. Il s'agit du taux d'intérêt qui rend la vanne de l'investissement égale à 0, c'est-à-dire vanne égale 0. Examinons maintenant ce concept sous un autre angle en insérant la définition de la vanne. Donc, la vanne actuelle, la valeur plutôt actuelle du flux de trésorerie net de l'investissement, moins l'investissement l'investissement initial égal à 0. Si nous réarrangerons cette équation, donc on trouve que l'investissement initial égale à la valeur actuelle des flux de trésorerie net de l'investissement. En d'autres termes, le TRI, c'est-à-dire le taux de rendement interne, et le taux d'intérêt qui rend le compte de l'investissement égal à la valeur actuelle des flux de trésorerie net de l'investissement. Donc, plus le TRI est élevé, plus le projet est souhaitable. Contrairement à la valeur actuelle nette qui peut être calculée de façon analytique, en entrant des différents paramètres, le taux de rendement interne ne peut pas être calculé directement par une formule. Pour résoudre l'équation, il peut être nécessaire de tâtonner jusqu'à trouver une approximation satisfaisante. Sinon, cela peut être fait grâce à un algorithme ou un logiciel, comme par exemple l'Excel ou bien des logiciels appropriés. On peut dire donc, plus le taux de rendement interne est élevé, plus le niveau de rentabilité et de l'investissement est élevé. Calculer le taux de rendement interne pour différents projets facilitera la prise de décision quant aux investissements. En d'autres termes, le TRI peut être défini comme le pourcentage de profit ou de perte résultant d'un investissement. On peut le comparer au taux minimal acceptable pour réaliser un investissement qui correspond au taux de rendement sans risque ou au taux d'intérêt applicable au financement d'un projet. L'interprétation du taux de rendement interne. Donc l'interprétation du taux de rendement interne revêt une importance cruciale dans l'évaluation de la viabilité d'un projet d'investissement. Un TRI élevé suggère une attractivité accrue de l'investissement, ce qui indique que le projet est plus avantageux. Cette métrique devient particulièrement utile lors de la comparaison de projets présentant du coût d'investissement similaire. Le projet affichant le TRI le plus élevé est susceptible d'être priorisé en raison de son potentiel de rentabilité supérieure. Le TRI peut également être interprété comme un indicateur du taux de croissance potentiel d'un projet par rapport à d'autres. En d'autres termes, un investissement avec un TRI plus élevé est considéré comme plus souhaitable, indiquant qu'il pourrait générer une croissance plus significative. L'utilisation du TRI ne se limite pas seulement au choix entre divers projets d'investissement. Il peut également être appliqué dans des contextes financiers plus larges, tels que l'évaluation des programmes de rachat d'actions pour une entreprise. Dans ce scénario, l'entreprise évalue si l'investissement dans ses propres actions est plus avantageux que l'utilisation du fonds pour des projets d'investissement tels que le développement de nouvelles installations. En l'absence du point de comparaison avec d'autres investissements,
un projet est généralement considéré comme rentable si son TRE dépasse le coût du capital, ou bien le coût d'investissement. Alternativement, le TRE peut être comparé au taux de rendement du marché des valeurs mobilières pour évaluer son attractivité relative dans le contexte financier plus large. En résumé, le taux de rendement interne offre un cadre polyvalent pour évaluer et comparer la rentabilité potentielle des projets d'investissement. Et c'est ça aussi la fin de notre cours. Et comme d'habitude, on fait quelques rappels sur le concept clé. Tout d'abord, quelles sont les meilleures méthodes d'évaluation des investissements en capital? Aucune méthode n'est meilleure. Chaque méthode offre une perspective différente sur la décision d'investissement. On pose aussi la question, quelle méthode nous montre à quelle vitesse nous récupérons notre investissement en espèces? Il y a la méthode de délai de récupération, nous montre à quelle vitesse les managers récupéreront leur investissement. Cette méthode met en lumière les investissements considérés comme trop risqués en raison de périodes ou bien délais de récupération prolongés. Cependant, elle ne fournit aucune information sur la rentabilité de l'investissement. D'autres questions qu'on peut poser, c'est quelle méthode qui prend en compte l'impact de l'investissement sur le revenu comptable? Le taux de rendement comptable, TRC, est la seule méthode d'analyse des investissements en capital qui montre comment l'investissement affectera le revenu comptable. Cela est important pour les utilisateurs des états financiers. Toutes les autres méthodes d'analyse des investissements en capital se concentrent sur les flux de trésorerie nets de l'investissement. Pour calculer le délai de récupération lorsque les flux de trésorerie sont égaux, vous pouvez utiliser la formule devant vous qui est l'investissement initial divisé par le flux de trésorerie annuel. Le délai de récupération est le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial grâce au flux de trésorerie annuel égaux. Diviser l'investissement initial par le flux de trésorerie annuel pour déterminer le nombre d'années nécessaires pour récupérer l'intégralité du montant investi. Comment calculons-nous le délai de récupération lorsque les flux de trésorerie sont égaux, ou bien plutôt sont inégaux? C'est accumuler le flux de trésorerie net jusqu'à ce que le montant investi soit récupéré. C'est ça. Et comment calculons-nous le taux de rendement comptable? On a le taux de rendement comptable, c'est le revenu opérationnel annuel moyen de l'actif qui est égal au flux de trésorerie annuel moins les charges annuelles de dépréciation, et ça divisé aussi sur l'investissement initial. Pourquoi les modèles de VAN, valeur actuelle nette, et de TIR, taux interne de rendement, calculent-ils la valeur actuelle des flux de trésorerie net d'un investissement? Cela s'explique par le fait que les flux de trésorerie ou bien les flux entrants de trésorerie d'un investissement surviennent dans le futur, alors que les sorties de trésorerie pour l'investissement se produisent actuellement. Afin de rendre tous les flux de trésorerie comparables à un même moment, ces méthodes utilisent la valeur actuelle comme point de référence temporel commun. Une autre question, c'est par exemple comment savoir si investir dans des installations d'entrepôt sera rentable. L'investissement dans des installations d'entrepôt peut être considéré comme rentable si la valeur actuelle nette est positive ou si le taux de rendement interne dépasse le taux de rendement requis. C'est ça. Et c'est la fin de ce cours et de ce chapitre. J'espère que vous avez bien compris. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci.